C'est ça pour moi, les réseaux sociaux. Ok. C'est probablement juste le pire de notre époque. Xavier Dolan, donc ça fait bientôt 10 ans, à quelques semaines près, que tu as sorti ton premier film en France. C'était au Festival de Cannes à la Quinzaine. Je me disais, en fait, c'est quoi le bilan que tu fais 10 ans plus tard, en fait, de ta carrière, des films, des 8 films que tu as réalisés? Est-ce que tu es plutôt en mode fier ou plutôt à revenir dessus en mode j'aurais pu mieux faire à ce moment-là, j'aurais pu mieux faire? Je suis toujours en mode j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu... Mais en même temps, si c'était à refaire, je le referais pareil parce que c'est avec évidemment ces erreurs-là. Puis en faisant ces erreurs-là que j'ai pu apprendre, puis que j'ai pu grandir, j'ai envie de dire, ou changer, ou douter de moi, ou essayer des nouvelles choses. Donc, même si j'ai un regard assez dur, assez frontal sur ce que j'ai fait, assez impitoyable, je suis quand même fier de ce qui a été accompli, du nombre de films qui ont été faits, des rencontres qui ont eu lieu. Oui, il y a une grande fierté qui émane de tout ça, aussi plein de désirs, mais pas beaucoup de regrets, en fait. Tu avais fait un discours en plus en 2014 au Festival de Cannes qui disait justement qu'il fallait oser, qu'il fallait rêver. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Est-ce que toi, à un moment donné, tu étais déjà, on va dire, prêt à abandonner, prêt à arrêter tout? Ouais, j'ai pensé abandonner souvent pendant ce film. Pendant ce film en particulier? Pendant Donovan, j'ai pensé souvent abandonner, rentrer chez moi. Je pouvais pas, évidemment, les conséquences étaient beaucoup trop importantes. Pour le coup, c'était dû, selon toi, à toi, justement, personnellement, quelque chose sur laquelle tu as fauté, ou justement un environnement que tu pensais pas maîtriser? C'est pas l'environnement que je maîtrisais pas, c'était l'histoire que je voulais raconter. Aussi, c'était un tournage qui était super problématique en termes de temps, en termes de production. Il y a toutes sortes d'obstacles, si tu veux, qui sont invisibles à qui regarde le film. L'important, c'est le résultat et pas l'expérience. Pour moi, l'expérience est importante, mais pour le spectateur, l'important, c'est le film en soi. Et du coup, parce qu'il y avait cette idée de filmer sur 2 continents, devoir aussi enlever une partie avec une actrice importante aussi. Tout ça, ça a été compliqué pour toi, j'imagine? Oui, puis en même temps, ça faisait partie du processus normal d'une post-production, tout simplement plus médiatisée qu'une autre à cause de l'époque dans laquelle on vit. Jessica Chastain a le rôle de la vilaine dans le film. Elle est la directrice d'un journal à potins new-yorkais qui cherche à détruire un comédien joué par Kit Harington. Couper un acteur au montage, je suis pas le premier à le faire quand même. Ouais, bien sûr. Parfois aussi, ça marche à l'écrit. Et puis, ça marche pas à l'écran. Ça a été en rapport à ça aussi que tu as quitté Twitter ou pas? Parce que justement, cette décision d'amener sur un plateau, on va dire, sur les réseaux sociaux, la fin d'un personnage, sans d'ailleurs que personne n'ait vu le film, ça a été, au vu des réactions, une des raisons de ton départ de Twitter? Ouais, mais tu sais, juste les gens sur Twitter puis sur les réseaux sociaux sont juste tellement violents. je ne veux pas généraliser, mais la plupart du temps, ce ne sont pas des gens qui créent quoi que ce soit, qui font quoi que ce soit, qui fabriquent quoi que ce soit. Ce ne sont pas des gens, en fait, qui sont familiers avec la notion de la création, de l'abandon de soi, du don de soi, du don de son temps, de son énergie. Donc, c'est des gens qui peuvent évidemment critiquer sans aucun problème le travail des autres, la création des autres, parce qu'ils y accordent, en fait, aucune valeur, ne la connaissant pas eux-mêmes. Ce qui fait qu'ils sont portés, évidemment, plutôt que complimenter, plutôt que de discuter, plutôt que d'argumenter, à détruire. C'est ça pour moi, les réseaux sociaux. Ok. C'est probablement juste le pire de notre époque. Oui, évidemment, il y a toutes sortes il y a des rencontres qui se créent, des relations, une visibilité à certains problèmes, à certaines causes. C'est évident. Mais quand même, ce qui est le plus frappant des réseaux sociaux, l'héritage le plus concret, quand même, dans notre culture, c'est vraiment la haine. C'est la nature humaine qui se révèle un petit peu, quoi. Ouais. Un peu? Un peu. Tu veux dire énormément. Est-ce que tu sais maintenant ce que c'est, ou justement est-ce que c'est quelque chose qui est toujours aussi flou, le talent? Je pense que c'est avant tout très personnel, la notion de talent, mais avec le temps, avec les films, on apprend à faire la différence entre la présence, le charisme, le talent. C'est parfois 3 choses qu'on peut confondre. Évidemment, j'ai pas la science infuse du talent. Est-ce que justement toi, tu considères que t'en as? C'est une question délicate, je sais, mais... c'est plus facile pour moi de parler du talent des autres que de parler du mien. Mais il y a une question de confiance aussi à mettre en avant. Ben ça, j'ai toujours eu confiance en moi. Okay. D'ailleurs, ça a toujours été quelque chose qu'on m'a reproché.
Les gens ont beaucoup de difficultés à accepter que les gens puissent avoir confiance en eux. Ils le confondent souvent avec le narcissisme, la prétention, l'arrogance. J'ai jamais eu la langue dans ma poche non plus, c'est évident, mais j'ai toujours essayé, malgré tout, malgré mes doutes, malgré mes insécurités, d'avoir confiance. J'ai dit confiance en moi, en fait c'est faux. Confiance en mon talent, oui, ce que moi je pense être un talent, c'est ma définition, c'est subjectif encore une fois. Bien sûr. Parce que justement, j'ai assez peu confiance en moi, assez peu confiance en mes idées. Je me remets beaucoup en question, je doute énormément, je me questionne. Mais je pense que si on doute de soi, si on n'a pas confiance en soi, si on n'a pas un minimum confiance en son talent, on devient aussi incapable de poser le moindre geste artistique. Donc il faut un minimum d'ego finalement pour imposer une créativité, quoi. Pas d'ego, de conviction, de confiance en son talent, en soi. J'ai appris en tout cas en 10 ans à toujours remettre en doute mes idées, à me laisser confronter par les autres, à ce que les autres me disent non, tu t'es fourvoyé sur telle ou telle notion. Mais c'est une industrie qui est très corrosive, qui est très agressive, qui est surtout très compétitive aussi. Et donc, on ne sait que soi-même, en fait. On ne peut savoir que soi. Comme ultime juge, et puis évidemment, s'entourer de gens qui ont la capacité de nous remettre à notre place. Ouais, il faut se faire confiance parce que si on ne se fait pas confiance, on n'est ni capable de s'aimer, ni capable de se reprendre. À quel moment, toi, justement, tu t'es dit c'est bon, je suis un réalisateur, j'ai plus besoin forcément de la légitimité d'autres réalisateurs? Toujours ce côté imposteur que tu as en tête ou pas du tout? Oui. Ouais. C'est le travail d'une vie. La seconde œuvre de ma vie, à part de faire des films, c'est d'apprendre à me construire en tant qu'homme, en tant que cinéaste, en tant qu'artiste, apprendre ma valeur, ma place dans la société. Quelle est-elle? De quelle dimension est-elle? Est-ce que je l'ai vraiment méritée? Il y a des choses que je sais que j'ai réussi. Il y a des performances dans mes films dont je sais qu'elles sont juste ma propre perception de moi. Se ramifie vraiment à la perception qu'ont les autres aussi. Et puis malheureusement, ce qui nous fait vraiment avancer, ce qui nous fait vraiment aller dans les retranchements les plus profonds de notre être, c'est jamais vraiment les compliments ni l'approbation des gens. C'est leur critique, c'est leur doute. Et souvent, c'est très cruel, c'est très toxique, mais ça fait 10 ans que j'essaie de ne plus lire les critiques, mais j'y reviens toujours malgré moi. Je les lis parce que sans elle, je suis comme Dumbledore dans Harry Potter, sans le souvenir du professeur Slughorn, je suis aveugle. Je ne peux pas avancer. Est-ce que toi, tu te considères comme un enfant des années 90? Oui. Complètement. Oui. Comment ce serait quoi la différence? Bon, là, je vois Titanic, mais... C'est une fan qui me l'a donné sur le tapis rouge de Jennifer Donovan. C'est vrai? Ouais, mais je le partage chaque jour de ma vie maintenant. Qu'est-ce qui, selon toi, définit une personne comme toi ou comme tous les gamins qui ont vécu les années 90? C'est une façon de voir le monde, c'est une façon de voir la culture, de... Open your eyes. C'est la façon de raconter des histoires, de vivre sa vie, de se mettre en scène. C'est une culture qui est extrêmement forte, qui est beaucoup plus quand même subliminale, subtile que celle des années 80, on s'entend. Mais ça, je pense que je serais né à n'importe quelle époque, je serais toujours revenu vraiment à l'époque de mon enfance. Ça, c'est, je pense, un réflexe d'un artiste mélancolique ou nostalgique. Il y a énormément d'artistes qui se projettent dans les autres et qui se projettent dans une vie qu'ils n'auront jamais, et puis d'autres qui se projettent dans la vie qu'ils n'auront jamais plus. Ce qui est le cas pour le coup, peut-être avec Donovan. Ce qui est le cas pour moi, en fait. Ouais. Avec tous mes films, je retourne toujours vers des automnes, des couleurs. Des vêtements, des chansons. Des revirements dramatiques qui appartiennent en quelque sorte à mon enfance, à la culture de mon enfance, à la lumière de certains endroits de mon enfance. Bon, comme on est dans le sujet des années 90, je vais te proposer un petit Fast and Curious donc, sur le thème des années 90. Donc si tu peux regarder la caméra juste ici. Oui, d'accord. American Beauty. Next. Ni l'un ni l'autre, je m'en fous. Kate Winslet. DiCaprio. Roswell. C'est deux mondes complètement distincts, c'est impossible de choisir, franchement. Céline Dion. Blink. Indochine. Friends. Les Spice Girls. Pour en revenir à Donovan, pour le coup, est-ce que c'était important justement d'aborder ce sujet-là, de l'homosexualité d'un acteur dans les années
milieu des années 2000. Ils sont quand même rares, les films entièrement construits autour d'un protagoniste homosexuel. Un film vraiment, disons, de studio, pas un film indépendant que personne ne verra jamais. I love you, but we cannot see. J'ai voulu mettre le film en 2006 pour forcer la réflexion qu'en fait, vraiment, non, rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est en surface. Hollywood, bienveillante, libérale, accueillante, terre de tolérance, qui veut créer une grande communauté diverse, qui comporte tous les ratios les plus extraordinaires, ethniquement, sexuellement. En sous-couche, vraiment, fondamentalement, est-ce que les majors, comme vous les appelez vous ici, nous on les appelle les studios, est-ce qu'eux veulent vraiment changer les choses et puis est-ce qu'ils sont prêts à revoir complètement leurs standards masculins et féminins ou est-ce qu'ils veulent plutôt protéger un public, protéger une relation tellement privilégiée, tellement essentielle pour eux avec ce qui représente, je sais pas, 80% de leur public aux États-Unis par exemple? Certains le font de manière hypocrite, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un marché aussi, donc ils vont changer en surface pour pouvoir accéder à ce nouveau public aussi, quoi. Je pense l'autre raison qui était pour moi essentielle, c'est que je me disais, c'est impensable de faire un portrait de moi jeune, à l'âge de 8, 9, 10, 11 ans, devant la télévision, scotché devant Roswell. Et de pas en fait replonger dans le sentiment que j'avais, que je retrouvais évidemment rien de moi dans les personnages que j'admirais. Ouais. Quand je pensais à Liz puis à Max dans Roswell, tellement bon. Il me faudra un t-shirt de Roswell aussi. Quand je les voyais, je les admirais, j'étais surtout, j'imagine, évidemment très amoureux de lui, mais j'arrivais pas non plus à me projeter dans leur quotidien, dans leur routine, parce que c'était, en même temps, c'était des aliens, donc... Ouais, en plus. Si je dois renaviguer en fait dans ces eaux ou investir ce territoire de l'enfance, de l'admiration, il faudrait vraiment que je puisse inclure une façon de donner à mon jeune protagoniste un modèle qui l'inspire, un modèle qui, moi, m'aurait inspiré. I'm only 11 years old, but later I'll be like him, and we'll act in movies together. Et puis Donovan, à travers ses déconvenues, ses défaites, quand même, bon, il y a un sacrifice immense qui est celui de sa vie, mais on comprend que ça a eu un apport extrêmement bénéfique pour Rupert plus vieux qui lui est prêt à aborder le show business d'une autre façon puis d'un autre angle en fait. Pour le coup, John Donovan, c'était aussi une manière aussi de t'exprimer sur un sujet que tu avais envie vraiment d'aborder. Clairement, j'avais envie d'un film des années 90, à la sauce des années 90. Familial, grand déploiement, entertainment, divertissant, mais qui comporte des notions, des thèmes qui, moi, m'étaient chers. Ça, j'avais envie que ça existe. All my dreams had disappeared. The only one that had survived was John. Il y avait une carence dans mon enfance que je pense inconsciemment j'ai traîné avec moi toujours, que j'ai voulu produire. Maintenant, qui est-ce que j'ai voulu venger? Qu'est-ce que j'ai voulu? J'ai toujours... été qui je suis, j'ai toujours accepté qui j'étais, je l'ai toujours dit haut et fort, peut-être même trop fort parfois. Et je m'ai caché certainement d'un point de vue identitaire ou sexuel. Par contre, je sais qu'il y a tellement de jeunes artistes en fait américains qui, malgré l'époque dans laquelle on vit, qui est une époque d'affranchissement total, où on veut épouser les notions les plus affranchies, en fait les plus modernes par rapport à l'acceptation de soi, malgré cette époque, certains comédiens qui eux, peut-être rêvent davantage d'une carrière, rêve davantage d'un avenir, d'un Oscar, par exemple, ou d'un répertoire, d'un héritage culturel, d'un patrimoine de films dans lesquels ils auraient joué, de rôles, où on puisse parler d'eux comme étant de grands talents. Peut-être qu'ils rêvent davantage de ça que de vivre une sexualité épanouie. On le réalise pas quand on est jeune. Quoi, à un moment donné, c'est trop tard? Ouais, à un moment donné, c'est trop tard. Il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres amitiés à créer, d'autres liens à chérir, d'autres projets. Il y a des possibilités qui n'existent plus, en fait. En même temps, c'est bête parce que c'est les acteurs américains qui le verront peut-être jamais. À cause de la distribution du film, ouais, tu veux dire? À cause de la distribution ou de la non-distribution du film, en fait, aux États-Unis. Je vois une dernière question. Donc pour en revenir encore une fois au fait que 10 ans de carrière, 10 ans de carrière, est-ce que tu as toujours cette idée de peur pas de mourir, on va dire, mais de cette fin? Peut-être un peu moins, curieusement. Ok. Le monde va encore plus mal qu'avant, mais moi, je vais un peu mieux. Mais oui, j'ai peur de mourir, j'ai peur que les choses s'arrêtent, j'ai peur de ne pas pouvoir faire tout, de pouvoir raconter toutes les histoires que j'ai envie de raconter, de pouvoir me renouveler. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de temps pour tout ça. Ça, c'est évident. J'ai aussi peur du monde dans lequel on vit, puis de notre insouciance totale.
on court à notre perte avec une effroyable ignorance quand même. C'est indéniable.